pays et il y avait beaucoup de gens donc, dans chaque pays qui. Ça, c'était le luxe de ce film, d'avoir des équipes nombreuses, pas toujours bénévoles, hein, forcément, mais. Donc, je vous conseille l'hôtel Sakartvelo à Tbilissi. Je viens de lire le nom, ça m'a un peu. Parce que c'est un hôtel extraordinaire. C'est un bâtiment soviétique des années 60, je crois. Oui, alors voilà, c'était un grand hôtel. Et avec l'écroulement du régime, les problèmes sociaux, il n'y a plus que le quatrième et cinquième étage qui marchent. Donc en fait, on rentre dans une sorte de hall marbré, noir et tout ça, comme très lourd. Il faut monter donc au quatrième étage où il y a la réception, et cinquième étage, il y a les chambres. Mais entre 1 et 3, il n'y a rien, et entre 6 et 8, il n'y a rien non plus. Et donc c'est assez étonnant d'être dans un hôtel comme ça, où là, il n'y a que 2 étages qui marchent, mais on est entretenu par une famille qui fait la cuisine. Non, je vous conseille l'hôtel Secarfello si vous allez un jour à Tbilissi. Merci. Alors, une question peut-être pour lancer la discussion. On voit quelques extraits des films de Parajanov dans votre film. Et donc, j'imagine que le choix de ces scènes et des films auxquels ils appartiennent a dû être compliqué. Comment vous y êtes pris? Parce qu'il peut y avoir un décalage entre le film que vous faites et les images de Parajanov. C'est pas forcément un exercice facile. Non, c'est une question très pointue dans le sens où je pense que d'abord il était extrêmement dangereux d'utiliser des extraits des films de Parajanov dans le film. Justement, cette première version du scénario que j'avais eu qui était un peu abrupte par rapport à ça, j'ai essayé en l'adaptant de voir de quelle façon on pouvait le voir au travail. Parce que je trouvais que c'était important de voir de quelle façon justement tactile, cet homme travaillait avec ses comédiens, avec les objets. Et j'ai imaginé donc, comme il aimait lui-même ces trucages méliésiens très naïfs, j'ai imaginé donc que dans le film on pouvait, et donc j'ai choisi par exemple cette scène où on le voit à travers le viseur dans Les Chevaux de Feu, j'ai imaginé qu'il pouvait mettre en scène cette scène de la comment on appelle, j'ai oublié le mot parce que c'est les mots en russe qui me reviennent, le yarmo, c'est-à-dire le joug. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, hein, ce joug. Et comme ce joug jouait un rôle important dans le sens du mariage, puisqu'il avait inventé, cette tradition n'existe pas, il l'a inventé. Parajanov, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il invente des symboles, des mythes, concernant des traditions qui n'existent pas par intuition, par déduction. Et il n'a pas tort, parce qu'un jour, c'est vrai, pour le mariage, homme, femme, comme ça. Et est-ce que du coup, c'est devenu une tradition? Non, probablement, je ne sais pas, c'est les Hutzul dans les Carpates depuis pratique, cette tradition de la mise en scène du mariage. Et donc j'ai imaginé que cette scène pouvait être intéressante dans le prolongement de la scène du joug avec l'assistant qui lui amène le joug, qui n'est pas prévu. Bien sûr. C'est des histoires de cinéma, de bricole. Parajanov est un bidouilleur, est un bricoleur, est un cinématographeur, parce que déjà quand il fait du cinéma, il fait ses collages en fait, mais à une grande échelle, puisqu'il a une équipe, puisqu'il a les moyens de faire ses films. Plus tard, il le fera à l'échelle de ses collages, puisqu'il n'a pas les moyens de faire du cinéma. Et donc les extraits, je les ai choisis un peu en fonction de l'évolution possible de la dramaturgie aussi du film. C'était ça qui était complexe. Et au même titre que ces extraits, les moments dits de rêve, que j'ai appelés les séquences d'animation, qui sont un peu plus stylisées, qui sont plus rapides, qui sont des ruptures de ton, la harpe, le duel, qui font partie de l'univers imaginaire du personnage. Je pensais qu'il ne fallait pas qu'il soit des parenthèses stylistiques simplement pour montrer son univers esthétique, mais qu'il fasse aussi avancer un petit peu le récit. Par exemple, la séparation d'avec Svetlana, avec sa femme, j'ai essayé de le résoudre comme ça. Le duel avec l'opérateur, parce que les gens n'arrivent pas à tout à fait comprendre comment il travaille, comment il ajoute, comment il colle ses films, justement. Cette scène qui a pas eu lieu en fait, hein. Je me suis renseigné auprès des descendants d'Ilienko, mais ils se sont vraiment frités sur le film, ça s'est très mal passé la première partie du tournage, ils se sont provoqués en duel, évidemment le duel n'a pas eu lieu parce qu'on les a séparés, mais j'ai imaginé qu'on pouvait à travers ce duel imaginaire être dans le burlesque de ce personnage qui était un provocateur né, un séducteur
auteur né et qui, à travers sa provocation et sa séduction, allait arriver souvent à ses fins. Ce qu'il va faire plus tard avec son copain Dodo, qui a existé, Dodo Abashidze, qui dirigeait les studios de l'époque en Géorgie, et pour obtenir ses pans et ses dromadaires, il va être terrible avec lui devant les journalistes, et il va les obtenir. Ils vont partir tourner à Bakou. Tout ça est vrai, mais je trouvais que pour rester dans l'univers du personnage, dans sa façon de mettre en scène sa propre vie, sa propre création et son rapport aux autres, je trouvais que c'était intéressant dans le film de styliser ces choses qui font partie de son univers mais qui n'ont pas eu lieu, qui sont dans la fantasmagorie du personnage. Alors, moi, quand j'avais découvert ces films, pour moi, Parajanov était géorgien. Alors, en voyant le film, ça paraît plus compliqué entre l'Ukraine, la Géorgie et l'Arménie. Il est né en Géorgie. Il est né en Géorgie. Mais on termine sur l'Arménie. Alors, est-ce que chacun de ces pays revendique Parajanov Oui. Les trois pays revendiquent Parajanov. Il est enterré en Arménie au Panthéon. Il a un musée extraordinaire. Si un jour vous avez la possibilité ou la chance d'aller en Arménie, au festival d'ailleurs du cinéma qui a lieu, je crois, en juillet, c'est intéressant d'aller rendre visite à cette maison-musée qui est vraiment dans son esprit. Mais en Géorgie, il y a une statue de lui dans un quartier très branché, très intello, où il vole comme ça. Il y a une photo de Mechitov, son copain, qui a été reproduit en statue. En Ukraine, au studio Dovzhenko, il y a une statue de Parajanov dans la cour. Il est très magnifié. Hein. C'est-à-dire que quand il met en scène Parajanov est un génie, en russe, génie, ça ne veut pas dire être un génie, ça veut dire qu'il est génial en fait. Il y a une petite nuance. Hein. Quand on dit que quelqu'un il est génial, c'est pas forcément qu'il est un génie dans le sens génie scientifique du terme. Cet homme a, comment dire, anticipé la possibilité de rester avec nous. Pour marquer François Mitterrand aussi, hein, quand il dit que la force de l'esprit, tout ça. Mais Parajanov, lui, il a mis en scène ça. Il a mis en scène, c'est-à-dire qu'il savait qu'il aurait un musée, il savait qu'en Ukraine on l'aimerait, qu'on le revendiquerait, ainsi de suite. Et c'est vrai que. Mais il savait à partir de quand? Parce qu'il y a quand même toute une période où c'était pas forcément évident. Il a su avec l'âge, je pense. Je le dis par expérience parce que la première fois qu'on s'est revu à Paris, en 1988, au centre Pompidou justement. La scène finale du film. La scène finale, je l'ai conduit, parce qu'on se connaissait quand même déjà depuis un certain temps, je l'ai arraché à la délégation géorgienne justement, et je l'ai monté pour la première fois. Donc c'est l'Arménien qui a... Oui, l'Arménien qui a accompagné notre Arménien vers le dernier étage de Beaubourg, où on voit Paris la nuit. C'est la première fois qu'il était à Paris en 88. Il a regardé comme ça Paris, c'était quelqu'un de très émotif et très tactile. Hein. Et ça a duré très peu de temps, il s'est tourné vers moi, je ne savais plus si c'était des larmes ou en tout cas ses yeux étaient embués. Il m'a dit pour la première fois en arménien, parce qu'on ne parlait que russe, il parlait très peu arménien, il m'a dit les Arméniens savent très bien enterrer. Je suis resté un peu. Je me suis dit merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire, ils m'engueulent et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Et plus tard, j'ai compris qu'il voulait dire qu'il en était en 88, il allait mourir 2 ans après. Il avait pris sa décision à Paris qu'il serait enterré en Arménie, ce qui n'était pas évident, parce que les Géorgiens le voulaient aussi, si je puis dire, de son vivant. Et donc voilà, c'est un homme qui a réussi à être transfrontalier, à exploser les frontières. Il a quand même fait, c'est le seul cinéaste soviétique qui a quand même fait un film ukrainien, totalement ukrainien, Les Chevaux de Feu, un film arménien, totalement arménien, Sayat Nova, Couleur de la Grenade, un film géorgien, La forteresse de Soram, totalement géorgien, produit et les légendes géorgiennes, et un film arméno-azéri en pleine guerre arméno-azerbaïdjanaise. La Chikherit, qui est son dernier long métrage achevé, qu'il a tourné quand même en partie en Azerbaïdjan, en partie en Géorgie, en partie en Arménie. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a accompli une sorte de, entre guillemets, passion et de devoir d'être un homme caucasien, soviétique, qui n'a pas de frontières, qui peut franchir les frontières, les langues, les légendes, et à chaque fois d'offrir au peuple avec qui il se mettait en mariage, si je puis dire, de leur offrir leur propre légende. Il n'y en a pas d'autres. Je ne connais pas d'autres cas de cinéastes capables d'avoir fait ça. Il y avait cette énergie-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce film Parajanov? Voilà.
répondre, ça va prendre 2 plombs et demi. Je ne suis quand même pas tout jeune. Et, Un résumé. non, mais vous voulez parler de mon identité, de ce qui est marqué sur mon passeport, ou de qui je suis par rapport à ce que je considère être? Non, parce que la question est trop vaste. Non, mais je voudrais comprendre qu'est-ce que vous voulez comme réponse. Pourquoi vous avez fait ce film? Ah, voilà, c'est déjà une autre question, parce que ça compte pas tellement qui je suis. Je pense c'est qui je voudrais peut-être être ou qui je vais devenir. Ça c'est intéressant. Écoutez, je suis l'homme à qui on a offert la possibilité de faire un film sur la vie et l'œuvre de Parajanov et qui l'a fait. Et qui l'a fait de cette façon, et pas plus ni moins, et qui probablement dans sa vie aura eu un avant film Parajanov et un après film Parajanov, parce que Parajanov me poursuivait tout de même depuis un certain temps, puisque je l'ai connu, j'ai vécu des choses avec lui, et donc je me devais, si vous voulez, de l'offrir. C'est comme, vous savez, les spécificités culturelles qu'on a, les langues qu'on parle, les chansons qu'on sait chanter, les danses qu'on sait danser, quand on a bu un coup de Pessac ou d'autres choses, on se doit de les offrir aux autres qui sont prêts à les partager. Et je pense que faire du cinéma, c'est un peu ça aussi. Quand on fait un film documentaire sur un sujet qui nous tient âprement ou allègrement au corps et au cœur, on a envie de l'offrir aux autres, on a envie de faire le point avec les autres, et on le fait. Moi, je suis un peu quelqu'un comme ça. Voilà, j'ai fait ça avant, je fais du cinéma d'animation, je continue à être acteur pour certains cinéastes qui s'intéressent encore à moi comme acteur, puisque j'ai été longtemps comédien au cinéma et au théâtre, et aujourd'hui, je réalise un peu plus que je ne joue, et là, il y a eu la rencontre des deux, comme une sorte de maturation, comme une sorte de vraie rencontre avec le personnage, avec ce que je suis. Oui. Bonsoir. Avez-vous été soviétique? J'ai été, oui, pionnier et komsomol à Yerevan, où je suis né, dans la République d'Arménie soviétique. Alors je suis identitairement, puisque la question était posée, je suis un enfant d'Arméniens de France, qui était arrivé en France en 22-23, après le génocide de l'Empire ottoman, qui sont partis en Arménie soviétique en 1947. Il y a 7000 Arméniens de France qui ont pris le bateau à Marseille pour aller en Arménie soviétique sous la propagande de Staline et des nationalistes arméniens, parce qu'il y avait un appel comme ça, comme Israël l'a fait vis-à-vis des Juifs du monde entier lorsqu'il s'est créé en 1948 et plus tard. Voilà, les Arméniens ont voulu que des Arméniens de France, d'Égypte, de Grèce, et d'ailleurs rejoignent cette patrie qui n'était pas la leur. Parce que ces Arméniens-là, mes grands-parents, sont nés en Anatolie, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman, et non pas dans le Caucase, qui était l'Arménie tsariste, russifiée. Mes parents se sont installés là, à grand regret, ils ont été très très malheureux. Je suis donc l'enfant de ces gens qui sont restés un peu entre eux, des Arméniens de France, qui se sont mariés entre eux, qui parlaient français entre eux en cachette. Et donc je suis né en 55, mais je le dis avec clarté aujourd'hui que j'ai vécu la plus belle période de l'ex-URSS, c'est-à-dire la période khrouchtchevienne des années 60, qui ont été une période relativement d'ouverture. On écoutait les Beatles, on écoutait dès le départ, les Rolling Stones et les autres, avec des radios bidouillées, bien sûr, mais on écoutait, et on était intéressé par tout. On voyait des films néo-réalistes italiens, des films de guerre russes. C'était extrêmement éclectique ce que j'ai pu vivre, et cet éclectisme-là, des films d'animation aussi, russes qui m'ont marqué à vie, la peinture, il faut que vous sachiez, moi je pense qu'il n'y a pas eu de communistes en URSS. Les communistes étaient plutôt en Italie, en France, c'est vrai. Il n'y en a pas eu de communistes. Personne n'était dans l'illusion qu'une idéologie comme celle-là pouvait réellement exister. Tout le monde était dans le système D de l'idéologie lui-même. On a appris à goûter le monde, à voler, à prendre au monde comme des éponges. Et donc j'ai eu cette chance pendant 15 ans de vivre dans cet endroit du monde où on était avide de savoir, avide de ce qui se passait à l'ouest, comme on disait, de l'autre côté. Et on a beaucoup pris. Et lorsque je suis arrivé en France, je pense que j'étais prêt à d'abord épouser la culture française totalement, puisque je parlais déjà un peu français, j'allais à l'école française, mes parents parlaient français, j'avais cette chance. Et donc c'est pas par hasard que je sois devenu par exemple comédien, que j'ai fait le conservatoire de Paris, parce que j'avais besoin
d'exprimer des émotions dans une langue qui n'était pas maternelle, mais qui était plutôt paternelle. Mon père est né à Marseille, bon, j'ai pas son accent marseillais, lui il l'a gardé pendant 23 ans de vie en URSS. Quand il est revenu en France, il parlait avec l'accent marseillais de 1947. C'était extraordinaire hein, pour moi de voir un type qui n'avait pas perdu une once du tronche de banane, comme il disait, d'un type qui était parti à l'âge de 17 ans de Marseille. Donc voilà, j'ai été soviétique. Je suis un peu resté parce que je suis assez stalinien quand je travaille sur les films. Je l'ai été avec les Ukrainiens, avec les Géorgiens et autres, parce que je pense que c'est un art où l'embarquement des autres est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut hurler sur les autres et les blesser. Ça veut dire juste que la subjectivité qui émane de nous, parce qu'on a la chance de vouloir exprimer quelque chose, doit être accompagnée par une sorte de force collective, justement, qui permet de construire un film. Donc j'ai gardé ce côté pionnier et un peu, comment dire, de l'ordre nécessaire pour faire des choses, mais en même temps j'ai la tête dans les étoiles parce que j'ai une histoire incroyablement forte qui m'accompagne. Et voilà, et la France a permis ça, et je dis merci la France, sans aucune démagogie, parce que si la France n'avait pas accueilli des gens comme moi à l'âge de 15 ans en 1970, c'était l'après 68, j'aurais jamais pu avoir accès à tout ce que j'ai eu accès. Voilà. Vous savez un peu mieux qui je suis là. Hein. C'est ça que vous cherchiez. Hein. Bien. Alors, une dernière question. C'est un commentaire. Pardon. Je passe le micro. Ma question c'est, vous avez vu, est-ce que je me suis trompé, il y a deux réalisateurs? Oui, il y a une réalisatrice qui s'appelle Olena Fetisova, qui est aussi la productrice déléguée du film, qui a aussi écrit la première version du scénario, qui est ukrainienne, qui dit à Kiev de qui le projet est parti. Et donc, c'est une réalisatrice un peu autoproclamée, dans le sens où elle était à la base du projet et je me devais d'accepter qu'elle soit co-réalisatrice. Mais je pense qu'elle a très très bien organisé le tournage. Et elle m'a permis de m'exprimer totalement et avec beaucoup de liberté. Et je lui dois toute la liberté que j'ai eue de mettre en scène ce film, de choisir son style, de diriger les comédiens. Je ne serais jamais arrivé à mes fins, si je puis dire, aussi stalinien que je puisse être. Elle est plus que moi. Ok, j'ai compris. Voilà. Non, mais je lui dois beaucoup. Hein. Je pense que je lui dois énormément à Olena Fetisova, elle le sait. Je lui dois d'avoir proposé ce projet, je lui dois de l'avoir organisé, de s'être battu avec moi pour le financer. Mais c'est pas une réalisatrice, c'est une productrice. Merci beaucoup, Serge Merci Avedikian. à vous, merci. Merci beaucoup. Et donc, le film est en compétition.